De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en coupure pub, avant la coupure pub, ce soir nous allons parler des négociations annuelles obligatoires dans le secteur canne, puisqu'elles sont au point mort pour l'instant. Le prix d'achat à la tonne est bloqué depuis des décennies maintenant. À voir si effectivement Gardel va changer sa position. On en parlera justement avec nos invités qui sont tous les 4 producteurs de canne. Mais avant cela, nous recevons Maryse Isimat-Mirin, qui est l'autrice du livre « Lettre d'une future ancêtre à ses afrodescendants ». Bonsoir Madame Mirin. Oui, bonsoir et merci de me recevoir. Alors, déjà, le titre du livre pousse à s'interroger, puisque c'est de l'anticipation finalement. Oui, voilà, effectivement, l'ancêtre, la future ancêtre, là, c'est moi. on imagine bien. Donc pourquoi vous vous êtes mis dans cette position de futur ancêtre ? Alors, il faut déjà remettre un petit peu le mot ancêtre dans son contexte. Quand on parle d'ancêtre ici en Guadeloupe, on parle de notre famille, de nos parents, etc. Et moi, j'ai pris un peu le contexte africain. C'est-à-dire qu'un ancêtre en Afrique, c'est vraiment un ancêtre qui est honoré, qui est vénérable et qui a des choses à enseigner, à transmettre, qui a transmis des choses. Voilà, soit il a transmis des choses à son village, soit il a transmis des choses à sa famille, à sa lignée, etc. Et donc moi, le livre là, c'est comme en fait un héritage, quoi. C'est ce que je transmets. Donc voilà. C'est votre legs, finalement. Enfin, pas que ça, mais... Enfin, c'est une partie de votre legs. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était important, puisque ce livre-là, au départ, je l'ai écrit pour mes enfants. Et après, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens. Donc, je me suis dit... Bon, donc vous avez préparé un petit peu vos mémoires pour vos enfants. Ah oui, au départ, c'était ça, parce que mes enfants, n'étant pas en Guadeloupe, bon, j'ai une fille qui est très loin en Australie et qui a tendance à oublier d'où elle vient, je trouve. Ah, voilà, donc je me suis dit... rappels. Voilà, je me suis dit, bon, voilà, il faut se rappeler d'où on vient pour savoir où on va et comment on y va. Voilà, donc il faut se rappeler un peu comment nos ancêtres se sont sacrifiés et ce qu'ils attendaient de nous. Il y a un proverbe mexicain qui dit, nous sommes le rêve de nos ancêtres. Voilà, donc nous avons aussi cette mission. Il y a un autre proverbe qui dit, nous sommes nos propres ancêtres. Ah, ça c'est encore autre chose. Alors là, dans la spiritualité africaine, c'est vrai qu'on pense que les ancêtres viennent se réincarner dans la lignée. Donc ça, c'est encore autre chose. Il y a la réincarnation, certes, mais il y a la génétique aussi. Ah oui, alors voilà, on y arrive effectivement dans le livre à un moment donné. En fait, je suis relaxologue, psychorelaxologue en fait, de profession. J'ai été enseignante. Et j'ai fait beaucoup de gestion du stress avec mes élèves. J'étais à Bainbridge, je suis restée plus de 20 ans. Donc je préparais les élèves au bac, à l'examen. J'ai fait beaucoup de gestion du stress. Et je me suis interrogée en fait sur la provenance, l'origine de ce stress. Il y avait une sorte de stress, j'allais dire résiduel, qui est là, qui est prégnant. Et qui refait surface de temps en temps quand il y a un manque d'estime de soi, quand il y a un manque de confiance en soi. Et j'ai fini par trouver une réponse, je dirais, parmi tant d'autres, quand j'ai étudié un petit peu la psychogénéalogie et que j'ai compris un peu les lois de l'épigénétique. Et ça, c'est assez récent, donc un petit peu avant d'écrire ce livre-là. Et j'aimerais donc contribuer à ce niveau-là et faire comprendre aux jeunes que même s'ils pensent avoir oublié certaines choses, mais en fait, inconsciemment, nous portons des mémoires et nous portons des croyances. Et il faut effectivement en prendre conscience. Voilà. Donc c'est un des messages de cet ouvrage ? Ça, c'est un des messages, oui, effectivement. Parce que je pense que, en fait, comme le disent aussi les épigénéticiens, tout peut être aussi remodifié, tout peut être transformé, tout peut être dépassé. Le seul fait de prendre conscience en fait de nos écueils, je dirais, intérieurs, c'est ce qui va nous permettre de les transformer. Voilà. Comme je fais toujours de la gestion du stress et du développement personnel avec les gens, je leur dis que le seul fait déjà de pouvoir mettre le doigt sur nos propres blocages, d'être conscient de cela, de ne pas les rejeter, de les regarder, ça permet déjà de les transformer parce que ça nous met dans une optique plus positive. Pour trouver ces blocages, techniquement, il faut souvent remonter son arbre généalogique.
Alors, il faut déjà s'observer soi-même avant de faire son arbre généalogique. Beaucoup d'introspection. Voilà, beaucoup d'introspection. C'est ce que je donne aussi dans le livre à la fin, puisque j'ai du coaching à la fin, parce que je suis aussi coach à la base. Donc, l'idée, c'était de permettre aux gens d'avoir une voie de résilience. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et ensuite, il y a une autre étape que moi, j'ai traversée et que je conseille, je dirais, que je suggère, c'est effectivement d'aller voir aussi dans notre arbre généalogique nos ancêtres, s'ils ont été réduits en esclavage, pourquoi, faire un peu aussi cette introspection-là. Ça, c'est une autre démarche encore et qui peut être très intéressante pour pouvoir prendre conscience justement des sacrifices qui ont été faits par eux pour arriver jusqu'à nous finalement. Voilà. Prendre effectivement bien au sérieux cette notion de sacrifice plutôt que d'oublier finalement. Voilà, donc il y a l'oubli et justement, et il y a aussi le fait de savoir comment je me repositionne, comment je me reconstruis pour reconstruire aussi la société qui est autour de moi et dont je fais partie, avec tous les miroirs négatifs qui viennent à moi. Voilà, qu'est-ce que je choisis, quels sont les choix que je fais pour moi et comment je peux aussi m'en sortir pour aller vers une issue beaucoup plus positive. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'épanouissement de soi. C'est facile à dire, mais c'est difficile à atteindre. Hein. Il faut s'y mettre. Tout est possible, il faut s'y mettre. Hein. Donc, même à mon âge, vous voyez, j'y suis encore et je continue dans cette voie. Alors, on a sur le plateau, j'en profite puisqu'on a sur le plateau quand même 4 personnes qui sont agriculteurs, donc qui sont restés quand même attachés à la terre. C'est un choix que beaucoup de nos ancêtres finalement n'ont pas fait. Pourquoi être resté finalement dans ce domaine qui était beaucoup décrié à l'époque? Il faut dire la vérité. Bon, moi, c'est M. Jeanne Gelli, c'est agriculteur de profession, et on resté à le domaine ça parce que, quand on dit tout ça qu'il a fait dans la vie qui a vient d'être, et famille, moi, il a levé moi de l'agriculture, et on ne peut pas. Si famille, moi, lever moi vers ça, métier là ça, alors à part pour qu'on régner et qu'il y ait d'autres bitins. Effectivement, on était chauffeur routier. Mais pendant que chauffeur routier, on était toujours exploitant agricole. Finalement, bon, on était fait un accident camion, ok, bon ça. Et là, moi, moi à 100%. Et moi, à 100% dans l'agriculture. Très bien. Donc, tout le monde ne renie pas finalement son passé, son patrimoine. Ah non, mais ça n'a. Non. Mais c'est une tendance, hein, quand même. Bon, c'est pas une question de renier le patrimoine, parce que je pense que quand même ici, les gens sont assez conscients. Je vois que la jeunesse est vraiment consciente. La jeunesse maintenant, mais il y a quelques décennies. Il y a quelques temps, c'était pas tout à fait pareil. On disait, la terre, c'est pour une certaine catégorie de personnes, donc tout le monde a vendu, tout le monde a liquidé. Malheureusement, finalement, la terre ne ment pas, c'est ce qu'il fallait garder. Effectivement, et on a tendance justement à vendre, à laisser tomber. Et souvent, ce sont des terres pour lesquelles nos ancêtres se sont battus. Et malheureusement, voilà, on n'en voit pas vraiment l'importance. Donc c'est pour éviter de reproduire les mêmes erreurs? Oui, mais aussi, comment dirais-je, ma parole, j'aimerais aussi justement qu'elle traverse l'Atlantique et qu'elle aille aussi vers les Antillais de France, parce que j'ai commencé d'abord à présenter ce livre quand j'étais sur Paris. Et j'ai vu que les Antillais résidant en France, ils avaient besoin d'entendre cette parole-là aussi. Parce que ce qui m'a aussi beaucoup motivée, quand j'ai fait mon arbre généalogique, quand j'ai fait ça au CM98, qui est une association qui aide justement les Antillais à remonter leur arbre généalogique, c'est tout un travail. Et ils sont sur Paris. Et les gens que j'ai rencontrés, j'ai senti qu'en eux, il y avait une certaine amertume. Parce que ce n'est pas toujours évident de vivre en métropole et de voir les miroirs qu'on vous renvoie et qui sont parfois assez difficiles. Et on n'arrive pas forcément à se positionner parce qu'on ne peut pas montrer toujours ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est ça le plus difficile, c'est ce qui m'a un petit peu émue. Et je pense continuer des recherches dans ce sens et faire un travail, comme je suis de temps en temps en métropole, je vais continuer à rencontrer les gens et pour qu'ils continuent à faire ce travail de confiance en soi, d'estime de soi, d'expression de soi, sans se renier ce qu'ils sont. La question c'est, est-ce qu'on doit rester dans un climat ou dans un environnement
qui nous rejettent. Mais le souci, c'est que parfois, il y en a qui n'ont pas vraiment le choix, ou tout au moins, en tout cas, ils ont fait le choix à un moment donné de s'implanter là, ou alors leurs parents sont venus là, ils sont nés là-bas, et en fait, ils sont un petit peu dans le désarroi parce qu'ils ne savent plus qui ils sont, en fait, en réalité. Et ça, je l'ai vraiment rencontré chez des jeunes qui sont là-bas et qui se disent, bon, mais qui suis-je en fait en réalité, puisque je n'arrive pas forcément à m'adapter ou m'intégrer, ou tout simplement, je ne suis pas autant acceptée que je voudrais l'être. Et ça pose des interrogations, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le domaine de recherche dans lequel je suis. Et je pense que l'ouvrage que j'ai écrit s'adresse beaucoup à cette catégorie d'Antillais. Les Antillais un peu qui se cherchent. Voilà, qui n'arrivent pas vraiment à trouver leur place. Voilà, mais il y en a beaucoup qui reviennent sur la Guadeloupe. Après, ah non, mais depuis le Covid, là, c'est vrai que... Ah oui, on est en train de défiler, ce qui est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais après, il faut encore se réadapter encore à un autre système de fonctionnement, un autre système de pensée. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est vrai, c'est vrai. La Guadeloupe n'a pas changé depuis trop tard. Hein? On est toujours dans le même fonctionnement. On évolue quand même, on évolue. Faut rester positif. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais nuancer un petit peu le propos et c'est vrai qu'on évolue un petit peu dans certains domaines. Hein? Ouais. Mais pas des domaines comme l'eau, par exemple, là, non. On peut pas dire qu'on a avancé de iota. Donc, une lettre à vos futurs descendants. Alors, pas que les miens, finalement, du coup. Puisque, bon, moi, j'ai beaucoup fréquenté la jeunesse antillaise, hein, puisque j'étais professeur en lycée. Donc, c'est pour cette jeunesse-là. Mais c'est pas que cette jeunesse-là, mais aussi pour les gens de mon âge, de ma génération. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait beaucoup d'idées préconçues. Nous avions beaucoup d'idées préconçues sur nous-mêmes. Voilà. Et là, il faut sortir de ça et retrouver une vraie estime de soi, une vraie fierté. Et pourquoi le retour aussi vers nos ancêtres, c'est de retrouver aussi cette force intérieure qui a fait que nous sommes là maintenant. Parce ils avaient cette force, pas seulement physique, mais aussi intérieure, qui leur a permis de résister et qui fait que nous sommes là maintenant. Voilà. Donc ça, il faut en prendre conscience parce qu'on parlait de génétique et d'épigénétique, nous avons ça aussi dans nos gènes. Donc il faut que nous allions chercher nos forces intérieures aussi et pouvoir s'affirmer à ce niveau-là. C'est pas toujours évident. Mais... Même si elles sont bien intérieures. Ces forces intérieures, hein, parce qu'on n'est plus très combatif hein, depuis quelques années. Bon, je dis ça, mais ça n'engage que moi. Des présentations prochainement de l'ouvrage? Oui, alors, je vous invite donc à venir à une dédicace qui aura lieu à la librairie générale. Alors, cette dédicace sera le 1er avril. 1er avril, donc 10h, 12h à la librairie générale. Et puis après, bon, je participe à certains événements. L'association Grain d'Or, par exemple, que vous connaissez bien, oui, de Port-Blanc. Que je salue. Oui, puisque voilà. Ma maman a œuvré à la fondation justement de l'association Grain d'Or, qui est de mon quartier d'ailleurs, d'origine à Port-Blanc, Gauzy. Voilà, donc c'est une fierté. Voilà, donc il va y avoir un petit salon de développement personnel qu'ils ont appelé Zen en toute sauce. J'aime bien ce nom-là, Zen en toute sauce. Et puis, ça va être un petit peu plus intimiste que les grands salons et tout ça. Et comme ma spécialité, c'est la gestion du stress, je vais faire une petite prestation de relaxation, gestion du stress pour la préparation d'examen. Voilà, ça sera à 11h. Alors, est-ce qu'il y a une préparation de stress pour les négociations annuelles obligatoires? Vous êtes stressés, messieurs? Pas du tout. Pas du tout? On est serein pour la négo? Oui, oui. Ok, on en revient tout à l'heure. Non, il faut juste apprendre à communiquer, savoir communiquer. Je fais aussi de la communication non violente, voilà. Donc, ah, ce serait pratique pour l'examen en ce moment. Ça serait, voilà. Et donc, juste pour indiquer où ça se trouve à peu près le local à Port-Blanc, que vous connaissez très bien. Donc, c'est juste en face de l'école, je ne me trompe pas. Oui. L'école de Port-Blanc. C'est en face de l'école, quand vous avez route de Dubois, c'est à l'angle de la route de Dubois, carrément. Dans la petite descente, vous allez de toute façon
tout le monde passe par Port-Blanc maintenant pour refaire par derrière, hein, les bâtisses à chien, donc maintenant on connaît bien la route de Port-Blanc. Voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à vous rendre dès que vous local. avez l'école de... Voilà. Et sinon, je suis aussi invité bientôt à une table ronde. Et je tiens à le dire parce que la dame qui s'en occupe, c'est Nelly Bordelais. C'est une dame qui est actuellement au Mexique, mais enfin, elle est guadeloupéenne. Et elle vient justement de temps en temps faire des tables rondes. Et le sujet, c'est la décolonisation des esprits. Nous allons décoloniser nos esprits, parler un petit peu de ce processus. C'est le 12 avril. Et pour cela, il suffit d'aller sur son site, Nelly Bordelais. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Où ça se passe? Parce que je vois que c'est au Gosier, mais il n'y a pas de lieu précis. Alors, c'est au Gosier. Ou bien il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, voilà. Il faut s'inscrire. Je ne sais pas s'il y a un numéro, mais en tout cas, nellybordelais.com, je crois, voilà. Sinon, vous voyez avec moi. Alors, j'ai un Facebook et une nouvelle chaîne YouTube. Il faut que j'en parle parce que tout ça, ça va ensemble. Et le Facebook, ça va vous faire tilt. Je l'ai appelé Enquête à Jiromola. Donc on va vraiment dans au cœur du couteau. Voilà, nous regardons kakini en fond à nous pour nous nous y a dit, nous y a exprimé, parce que l'idée c'est que justement quand je m'exprime, ça me permet de libérer des émotions enfouies, ça me permet de m'exprimer et ça me permet justement d'avancer. Donc c'est juste un espace, ce Facebook-là, un espace d'expression qui est sans jugement. Voilà, et puis on explore un petit peu des pistes de résilience, d'estime de soi, etc. Et puis le YouTube aussi qui s'appelle déjà Bigidi et aussi Enquête à Jiromola. Donc dès que vous mettez Enquête à Jiromola en créole, vous allez tomber sur le Facebook, vous allez tomber sur moi. Voilà. Et sinon j'ai mon Facebook Marie-Zizi Mamirin, donc vous pouvez me joindre sur Messenger. Merci beaucoup. Merci Harold. Marie-Zizi Matmirin d'être venue sur ce plateau ce soir nous présenter donc votre nouvel ouvrage, Lettre d'une future ancêtre à ses afro-descendants. Merci encore. Merci. Et maintenant, je reçois Eugène Mardi-Rivin. Il est en compagnie de Monrose Willem, Antoine Pirbacas et Jeanne Kelly, qu'on a pu entendre tout à l'heure. Vous êtes donc tous les quatre producteurs de canne à sucre. On le sait, début d'année en général, techniquement janvier, février, ça devrait plier. L'histoire des négociations annuelles obligatoires. Souvent, on a des problèmes sur ces négos à cause du prix de la tonne. Est-ce que c'est le seul problème cette année ou il y a plusieurs autres soucis hormis le prix de la tonne? Alors, je dis bonsoir à tout le monde, tous les Guadeloupéens. Merci à Canal 10 de nous recevoir ce soir. Alors, je voudrais quand même préciser que les NAO appartiennent aux employés de Gardel, ce qui n'a rien à voir. Ah, vous n'êtes pas compris dedans du tout? Pas du tout. D'accord. Alors, il faut vraiment faire la part des choses parce que les NAO appartiennent aux employés de Gardel. Depuis tantôt, quand les gens se disent « mais pourquoi les agriculteurs manifestent pour le démarrage de la récolte », sachez qu'aucun agriculteur ne décide des NAO, puisque les NAO sont des négociations annuelles pour les salariés. Et nous, les agriculteurs, nous ne sommes pas salariés. C'est une fausse impression que ça veut vous donner, en fait. Très bien, mais il faut la clarifier. C'est important de la clarifier. Très bien, très bien. Donc pas de NAO à votre niveau, mais en tout cas, des négociations quand même sur la table avec l'usine. Tout à fait. Parce que, en fait, aujourd'hui, il est question d'une nouvelle convention. Il faut savoir que le prix de la canne à sucre fait partie d'une convention. Et cette convention, elle est sur 5 ans. Donc il y avait une convention de 2017 à 2022 qui s'est terminée. Et maintenant, nous entamons une nouvelle convention de 2023 à 2028. Et vous refusez de revenir sur les termes, en fait, de reprendre les termes de l'ancienne convention, si on comprend bien. Tout à fait. On ne revient pas sur les acquis qu'on a déjà. Ça, c'est inconcevable. Donc tout le monde progresse. On sait aujourd'hui que tout augmente, que l'inflation est à son pic. Ça ne va pas s'arrêter.
Déjà, l'État nous annonce une augmentation du SMIC de 2% au mois de juin. Donc, nous, malgré que nous ne faisons pas partie des salariés, mais en tout cas, on a des salariés sur nos exploitations. Et par conséquent, il faudra bien faire face à cette augmentation où on ne demande pas notre avis. D'accord. Donc, la problématique, c'est que la canne étant conventionnée, quand on va signer cette convention, on ne peut pas bouger d'1 euro, même de centimes d'euros, ce montant qui va nous être attribué pendant 5 ans. D'accord. Ce qui est compliqué parce que tout ce qui navigue autour de la canne, c'est-à-dire les engrais, les herbicides, la main-d'œuvre, enfin, tous les postes, le gasoil pour nos tracteurs. Le matériel, enfin, tout globalement a augmenté. Tout augmente, sauf que quand on va signer cette convention-là, on va la signer pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, on va être payé sur le même prix pendant 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Et à ce titre-là, nous avons décidé de faire un prix de revient de notre production. Et il s'avère que ce prix de revient gêne beaucoup de personnes. Et nous sommes tombés sur un montant de 150,20 €. Alors, les chiffres que nous vous annonçons, ce ne sont pas des chiffres qui sortent d'un chapeau melon. On a pris les chiffres qui nous ont... Comment dire déjà, alors, pour bien vous expliquer, il y a un chiffre qu'on ne pourra pas bouger. C'est ce qu'on appelle l'AGP, l'aide à la garantie de prix. C'est une enveloppe de 20 160 000 € qui est gérée par l'État. D'accord? Donc l'État a déjà mis 20 160 000 €. Une enveloppe supplémentaire qu'ils ont annoncée, mais ça c'est une annonce, donc on attend concrètement qu'elle soit validée. Donc on ne va pas se prononcer là-dessus. Donc il devrait y avoir une aide exceptionnelle? Oui, de 447 €, qu'ils ont appelé une aide surfacique. Donc c'est une aide qui consiste à être versée après la récolte, qui est de montant de 447 € à l'hectare. À l'hectare? À l'hectare. Ce n'est pas du tout basé sur la production, ni le rendement, ni quoi que ce soit. C'est une aide qui va être attribuée. Donc sur une surface? Sur une surface. Et attention, la condition sine qua non, c'est que il faut que vous livrez vos cannes à l'unité industrielle. C'est-à-dire qu'un agriculteur, un maraîcher, peu importe l'autre activité qu'il a, tout ce qui compte en fait, c'est ce qui est livré concrètement. C'est assujetti à une production qui est la production de canne qui doit être livrée à l'usine. D'accord. D'accord. Donc le maraîchage ne bénéficiera pas de cette aide-là. Celui qui fait de l'élevage ne bénéficiera pas de cette aide-là. Ainsi de suite, c'est assujetti très clairement à la production de canne. Donc pour ce qui est de l'État, voilà les aides donc attribuées. Mais l'aide à la garantie de prix de 20 millions, c'est quelque chose que vous négociez régulièrement? Pas du tout. Alors, ces 20 millions-là, pour bien comprendre, nous devons quand même atteindre 610 000 tonnes de canne qui est aboyée par l'unité industrielle. Bon, on ne va pas trop entrer dans les détails parce qu'apparemment, vous nous avez fait comprendre qu'on n'a pas trop de temps. Parce que on a encore un petit peu de temps, on a une demi-heure. Il nous reste encore une demi-heure. On peut faire énormément d'explications, sauf que le temps est imparti, je ne sais pas. Mais on va aller vite. Donc, alors, pour vous expliquer, globalement, si vous arrivez à faire 610 000 tonnes de canne, justement, passées à l'usine, il y a cette enveloppe de 20 millions d'euros qui peut être débloquée. À quoi sert-elle concrètement? Non, c'est pas ça. Dites-nous. Je vais donner la parole à mon collègue. Les 610 000 euros, 10 000 tonnes. 610 000 tonnes pour 20 160 000 €, c'est-à-dire qu'ils allouent cette enveloppe-là pour la campagne pour qu'on puisse faire 610 000 tonnes de canne. Aujourd'hui, on ne les atteint pas. D'accord. Le reste, on appelle ça le reliquat. Le reliquat, c'est les sommes qu'on vous donne après la récolte. Comme il y a cette année, on nous a donné aide au secours, on nous a donné aide à la trésorerie, donc le reliquat sert à ça. D'accord.
Donc aujourd'hui, on a eu le préfet, et le préfet nous a dit on ne peut pas vous donner plus de cette enveloppe-là. Si vous dépassez les 610 000 tonnes de canne, là on va en discuter. Ah donc. Ah oui. Ok. Donc là, c'est vraiment, il faut les attendre, quoi. Voilà. Sinon, c'est problématique pour vous. Okay. Mais globalement, est-ce que vous pourrez? Mais si on nous donne les moyens, oui, c'est-à-dire qu'on nous paie notre canne au prix qu'on demande, oui, on pourra faire. Il faut savoir aussi que depuis tantôt, on nous a installé sur faire valoir sur 8 hectares en agriculteur, c'est-à-dire qu'en GFA, c'est Groupement Foncier Agricole, et aujourd'hui, nous sommes des chefs d'entreprise. Et lorsque tu regardes, lorsqu'on touche notre argent à Gardel, on n'a pas de salaire. On n'a pas de salaire. Et aujourd'hui, on demande cette salaire-là. C'est-à-dire qu'on vend à la canne et lorsqu'on regarde, lorsqu'on touche, il ne reste plus rien. Donc c'est pour ça aujourd'hui, un agriculteur qui vit sur 8 hectares de terre qu'on a installé, il fait 6 hectares de canne. En organe de terre, on nous donne 60 tonnes à l'hectare. C'est estimé à 60 tonnes hectare. Et lorsque tu fais le calcul, on a 360 tonnes pour l'agriculteur, dont il doit vivre avec ça. Donc aujourd'hui... on va faire un calcul simple pour que tout le monde comprenne. Donc on a 360, on va dire 360 tonnes. La tonne de canne à combien pour aujourd'hui, cette année, j'étais à 91 euros, je crois. Non, 81 euros. 81 euros. Ouais. Donc on est sur 360 fois 81. Alors, si je peux me permettre. Ah ouais. Pour un revenu annuel, c'est pas. Non, pas ça c'est la marge. C'est quand il a tout le calcul. Oui, mais il faut enlever la coupe, il faut enlever l'engrais, il faut enlever tout. Donc lorsque tu regardes, il ne nous reste plus rien. Donc on a fait un tableau montrant depuis 2021 combien d'argent qu'on perd. Et en 2021, avec le tableau qu'on a mis en place, on a perdu 30 euros. Et en 2022, on perd 40 euros. Donc si on continue avec l'inflation, donc c'est arrêter de prendre la canne. C'est arrêter de prendre la canne parce qu'on perd de l'argent. Donc finalement, ta canne, tu la vends à la tonne à 50 euros même pas, quoi. En gain, on n'a pas de gain. On n'a pas de recette. Ok. On n'a pas de bénéfice. On n'a pas de bénéfice. Lorsque tu enlèves le prix de l'engrais, le prix de transport, le prix de la coupe, le prix des intrants, mais il ne te reste plus rien. Donc c'est pour ça qu'on a monté le collectif depuis février l'année dernière parce que il faut savoir que les ETA a demandé une augmentation l'année dernière de 3,60 € et c'est pour ça qu'on a monté le collectif pour défendre ça parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'on a 4 syndicats et aujourd'hui 5. Ils ne demandent pas aux agriculteurs de quoi ils ont besoin. Parce que vous avez les SICA, c'est vrai que... Même on a les SICA, mais les SICA, c'est pas, ils s'occupent de nous, c'est-à-dire ils vendent les produits, ils s'occupent un peu de l'agriculture en intercampagne. Mais la récolte, non. Mais on a des syndicats aujourd'hui. On a des syndicats qui sont sur place. Ils demandent au leur quand est-ce qu'ils ont pris les doléances des agriculteurs. Donc il n'y a pas qu'à des autres cas au cap. Non, rien du tout. Et c'est eux qui décident pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a monté le collectif. Le plus important même, c'est que la convention, ils ont commencé à discuter de ça depuis le 16 novembre 2022. Et à ce jour, on est le 23 mars 2023. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore trouvé un accord. Alors, c'est que, selon moi, il n'y a pas de travail pour l'agriculteur. Parce que, comme Antoine a dit, il n'y a pas consulté l'agriculteur et il n'y a pas négocié. Est-ce qu'on va penser qu'un monde qui ne peut pas vivre de travail, c'est pour ça, comme madame a dit, nous allons laisser. Généalogiquement, c'est ce que vous avez dit. Alors, nos jeunes laissent l'agriculture et ne veulent pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils regardent que leurs parents ne peuvent pas vivre de ça, alors ils vont chercher quelque chose de faire. Et qu'est-ce qui se passe après? Ce sont les autres qui vont venir prendre les terrains et faire d'autres choses dessus. C'est par rapport à ça qu'on a fait un travail, comme M. Moros a dit, et sûrement il va vous le détailler.
Donc, pour l'instant, 81 € le prix. Donc, ça, c'était sur les 5 dernières années. Vous étiez à 81 €. Donc, les prix qui ont été fixés avant la crise, forcément. Et même quand vous exposez, justement, le fait qu'il y ait des augmentations, puisque tout le monde est au courant, quand même, qu'il y ait des augmentations sur les intrants, sur toutes les matières premières, sur le matériel, sur tout. Même quand vous dites cela, on vous dit qu'on va laisser le prix à 81 €. Et il faut dire aussi, il faut 81 €, c'est pour une richesse de neuf. C'est vrai qu'il y a la richesse chaque année. Ah oui, c'est une richesse de neuf. Si c'est moins, ah ben, tu vas toucher moins. Et si tu fais plus, tu vas toucher plus. Mais on prend une base sur richesse de neuf. D'accord. C'est déjà une bonne richesse, ça, quand même, à neuf. Ok. Donc ça complique, ça vient encore compliquer le calcul. Oui, il faut savoir que nous, on le paye à la richesse, comme dit M. Pibagas, mais les opérateurs de coupe sont payés à un prix fixe. De la SICA, tous les produits qu'on achète, c'est un prix fixe. Donc vous, c'est prix variable. Oui. Donc quand vous récoltez, en fait, vous ne savez même pas encore combien vous allez toucher. On peut aller vendre et ne rien toucher à la fin. Quand les opérateurs prennent leur part, la SICA puisse prendre sa part, eh bien, on nous remet une feuille vide qu'on n'a pas droit. Et c'est seulement sur l'AGP, on va percevoir quelque chose. D'accord. Donc en fait, ce cas travaille pour rien. Mais tout le monde le sait. Oui. Comme ça, il y a des gens qui sont même, moi je dirais que pour l'avenir, il y a des gens qui vont même se pousser au suicide parce qu'il y a des gens qui vont payer et qui ont des charges à payer et qui ne perçoivent pas un revenu même pour nourrir leur famille. Donc c'est pourquoi là maintenant... On entend beaucoup de suicides d'agriculteurs en France hexagonale. Oui. Donc vous rencontrez un peu tous les mêmes problématiques. On veut vous acheter à moindre coût la matière première. C'est nous qui produisons la matière première et c'est nous qui touchons en dernier. Et nous n'avons pas grand-chose à dire, c'est les autres qui décident pour nous. Et c'est pourquoi qu'on a monté le collectif. On a même fait appel, on a écrit des courriers aux instances comme le préfet, la DAF, Gardel, région, département, CTCS, l'IGUACAN, GIECAN et la Chambre d'agriculture. Et jusqu'à maintenant, c'est que la DAF qui nous a reçus. Donc les autres font comme s'ils font... qui nous ont pas entendu, quoi. Ils ne comprennent pas. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on aurait souhaité, que dans cette nouvelle convention, qu'on puisse faire partie et puis au moins que les syndicats puissent nous écouter pour avoir quand même un meilleur revenu. Que chacun puisse trouver son compte, en fait. Et on a entendu sur les ondes que Gardel a fait son NAO, et il a fait pas mal d'avancées sur le NAO. Et il paraît que Gardel va peut-être nous proposer 1 €. Alors, quand vous divisez 1 €... 1 €, 50 centimes. 50 centimes. 50 centimes. 1 €, c'est 50 centimes. De plus sur la tonne. Oui, c'est sur quoi on va nous donner. 1 €. 50 centimes. Ok. Alors que vous demandez combien? Quand vous divisez 1 € par 12 mois, ça vous représente quoi? 0,08 centimes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter avec 0,08 centimes? Je trouve que c'est un insulte de la part de l'industriel. Mais est-ce que vous avez fait un calcul pour établir quand même un prix qui serait avantageux pour vous et pas trop en la défaveur de l'usine? Oui. On serait à combien? On passerait de 80 à combien? De 150,20 €. 150,20 €. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réclamant 150,20 €, il nous reste 12 € de bénéfice. Par tonne. Par tonne. D'accord. Donc quand vous avez déduit toutes vos charges, vous sortez 12 € pour la tonne. Très bien. Par contre, je voudrais rebondir sur certaines choses. Les courriers que nous avons faits, nous les avons faits, on vous a dit, au préfet. On les a faits au conseil général, au conseil départemental, à la DAF, à l'IGUACAN, à la Chambre d'agriculture, au GIECAN. Et on a eu le retour de ces courriers-là en AR le 6 mars. Vous avez envoyé quand? On a, alors, vers le 3 mars. Le 3 mars, on a eu les retours le 6 mars. Ok. À aujourd'hui, aucune de ces instances-là, c'est-à-dire nous les agriculteurs, la Chambre d'agriculture, qui est... Ça porte bien son nom, hein, qui a reçu un courrier de revendication avec des calculs à l'appui, il nous a jamais reçu. Répondu. Il nous a jamais répondu d'ailleurs.
Gardel non plus. Enfin, toutes les instances ne nous ont pas répondu. D'accord. Et il s'avère que c'est le préfet qui nous a reçus d'ailleurs, qui nous a reçus le 20 mars. Et c'est malheureux de constater que nos revendications, et il n'y a pas que le prix, hein, parce qu'il y a des revendications autres que le prix. Le prix, c'est une chose. Si vous permettez allez-y. Que je vienne sur nos cahiers de revendications. Donc on a les prix, la revalorisation que vous souhaitez donc de 81 € la tonne à 150 € la tonne pour effectivement pouvoir dégager un tout petit bénéfice. Sur les 150 €, vous pourriez garder approximativement 12 €. Donc c'est vraiment pas une fortune dans tous les cas. Très bien. En fait, dans le cahier de revendication, on a désigné 3 postes. Donc, le premier, c'est la DAF. On a demandé à la DAF qui nous paye, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, pour que toute personne comprenne, hein, quand on vend notre canne, donc les premiers paiements sont faits par Gardel, par l'unité industrielle. Et après, comme mon collègue vous l'a expliqué, l'AGP nous est payé après. Parce que le temps que la DAF traite le tonnage de tout un chacun, et qu'elle reçoit la validation des SICA, parce que ça passe par les SICA, elle nous paye après. Donc, sauf que ce délai-là, il est trop long. Il faut qu'elle nous paye au 31 octobre de l'année en cours. Donc il faudrait que Gardel... Alors, non, pas Gardel. Que la DAF fasse les règlements plus rapidement. Oui, et surtout au niveau des subventions, parce que tout est subventionné. Et ces subventions-là comptent dans nos revenus. Il y a une autre instance qui s'appelle le CTCS, c'est un centre technique de la canne et du sucre. C'est cet organisme-là qui analyse le point de richesse de nos cannes. Le matériel de cette société-là, enfin, en tout cas, oui, c'est une société, on va l'appeler comme ça. Pour nous, c'est obsolète. Ça fait plus de 20 ans qu'ils se servent du même appareil. D'accord. Donc, ça fait partie de nos cahiers de revendication. Donc, ils changent leur appareil pour un truc peut-être plus performant, hein. Mais il serait temps, parce qu'aujourd'hui, le point de richesse, si vous voulez, la carotte qu'ils font dans les remorques pour pouvoir nous accorder un point de richesse, vous imaginez que si un appareil devrait fonctionner correctement après 20 ans, on a un souci. Il faut que ce matériel-là soit au point, soit mis aux normes. Bon, ça, c'est pas une grosse demande. Finalement, ça peut être très rapidement traité. Hein, non, mais toutes nos demandes, en fait, n'ont rien peuvent être rapidement traitées. Non, mais n'ont rien d'extraordinaire. Il faut pas faire, il n'y a pas des efforts à faire. Hein. On demande juste à corriger certaines choses. On ne demande pas la lune. Donc, premier point, que la DAF verse les subventions donc, au 1er octobre. Ensuite, deuxième point, que la CTCS, qui analyse le point de richesse, s'équipe de matériel un peu plus récent et plus performant. Et le troisième point? Alors, le troisième point, c'est Gardel. Gardel, en fait, quand on fait couper nos cannes, Gardel paye le prestataire qui nous coupe nos cannes avant nous qui lui livrons nos cannes. Donc, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut que Gardel nous paye au moment où il paye le prestataire. Donc, prioriser le producteur. Pas en défaveur de l'un ni au profit de l'autre, mais en même temps. OK. Donc, paiement des opérateurs de coupe et des producteurs en même temps. Comme ça simplifie. Ben, c'est normal. Pour moi, c'est une chose qui est normale, c'est équitable. Très bien. Il faut que Gardel, en fait, respecte les quotas qui donne aux prestataires, parce que ça nous pénalise directement. C'est-à-dire, comment? Alors, qu'est-ce qu'un quota? Qu'est-ce qu'un prestataire aussi, en l'occurrence? En fait, il faut savoir que Gardel, si on part sur, on va dire, 500 000 tonnes de canne, Gardel a entre 100 et 120 jours pour l'aboyer. Si on part sur des chiffres ronds, si on part sur 5000 tonnes en 100 jours, Gardel doit avoir une moyenne de capacité de boyage de 5000 tonnes par jour. Donc sur les 500 000, c'est 5000 tonnes par jour pour 100 jours, pour rectifier. Voilà. Très bien. Et du coup... Et on fait ça?
Pardon? 5000 tonnes jour, on les Non, fait? 5000. Non, les 5000 tonnes jour, est-ce qu'on les fait? Ah ben, En moyenne. je vous invite à poser la question à Gardel et il va vous répondre et ce sera encore plus transparent. On va Ah, dire. clairement, donc on leur demandera. Donc si les quotas, effectivement, sont respectés. Voilà. Et on prend un chiffron, mais il faut savoir qu'en fait, ça peut être 450 000, ça peut être 487 000, peu importe. Si on divise ça sur le nombre de jours, ça nous fait un quota journalier. Ce qu'on constate, en fait, c'est que puisque c'est une grande famille, hein, la CAN. On imagine bien. Donc, le prestataire, quand on lui demande pourquoi il nous coupe 3 chariots au lieu de 4, il nous explique que Gardel lui a diminué ses quotas et par conséquent, il ne peut pas faire plus que ce qu'on lui a demandé. Donc, quand il fait plus, il se retrouve avec des chariots qui sont pleins, mais que Gardel ne pèse pas ou pèse, enfin à sa guise. Hein. Les chariots sont garés soit sous le parc de Gardel. Je vous invite cette récolte d'ailleurs à venir voir des chariots désattelés dans le parc de Gardel qui seront pesés, analysés quand Gardel aura décidé de gérer son boyage à sa manière. Je ne sais pas, je ne peux pas trop entrer à vous expliquer. Sauf que il faut absolument que Gardel respecte les quotas attribués, d'accord? Que Gardel analyse nos cannes le même jour, d'accord? Et enfin, Disons, toutes les cannes pesées. C'est qu'aujourd'hui, des fois le soir, Gardel paye toujours, mais le bureau d'analyse est fermé. Donc on a beaucoup de cannes des fois qui sont pesées très tôt le matin ou très tard, enfin en soirée, et que ces cannes-là ne sont pas analysées. Nous, ce que nous exigeons, c'est que toutes les pesées doivent être analysées parce que le planteur est pénalisé. Quand on vend sa canne qui n'est pas analysée, le planteur sera pénalisé. Nous, ce que nous exigeons, c'est que toutes les remorques doivent être analysées. Ce qui devrait déjà être fait. Oui, normalement, c'est le planteur qui va perdre de l'argent. Et comme disait mon collègue M. Monrose, c'est que les remorques qui vont rester là pour demain, ça perd un peu de richesse. Normalement, si vous... Parce que plus la canne reste garée. Eh bien, c'est à l'extérieur de l'usine. Et donc ça perd en richesse pendant qu'elle reste garée ou pas? oui. Chaque jour qui passe, c'est... Chaque heure. Oui, mais même chaque heure. Chaque heure. Une canne fraîche n'a pas la même richesse qu'une canne qui est restée 2 heures, 4 heures, 5 heures au soleil. Même pesée peut-être le lendemain. C'est par rapport, elle est coupée, elle est tronçonnée par petits bouts de 10 cm. Donc la canne longue va résister un peu plus, mais la canne tronçonnée par bout de 10 cm, ça perd des points de richesse tous les 2 heures, tous les 3 heures. Donc si la canne tout de suite coupée et vendue, analysée et vendue, donc l'agriculteur ne perd pas grand-chose. Mais donc vous n'avez clairement pas de temps à perdre en fait. Oui. Donc il faudrait que ce soit coupé, pesé, analysé. Voilà. Dans la foulée. Il nous donne un quota et comme disait M. Moreau, c'est que par rapport à des modifications de quota, on va se retrouver à la fin de la récolte qu'il y aura des cannes qui vont rester sur pied. Parce que si chaque jour il donne le quota qui soit respecté, et comme pendant 4 ou 5 ans, on se retrouve avec des cannes qui vont rester sur pied, avec du beau temps, avec quand même de bonnes richesses toujours, et que personne ne dit rien, l'usine décide de fermer sa porte, il ferme la porte. Hein. Mais il faut préciser aussi que Gardel donne un quota le matin, et en cours de route, il peut changer de quota. Il peut changer de quota. Là, il change de quota, là, quand il est arrivé, après, c'était ICS fermé, il a analysé, il a créé des opérateurs pour dire, viens peser quand. Et c'est pourquoi il n'a pas changé de plantel là, parce que comme il payé à la tonne, il n'a pas rien à foutre de plantel là. Alors, il a remonté, il a pesé quand, et comme c'est quand ça n'est pas analysé, les plantel il paye à la richesse, et bien, Gardel a une richesse régionale, s'il décide de mettre à 8, et bien, il a payé aussi une richesse de 8. Si c'est à 9, il a payé aussi une richesse de 9. Sans cas analyse. Mais non, mais on ne peut pas passer en sonde là. C'est régional. Il y a une richesse régionale. Parce que c'était CSK fait portail et à 5 heures. Si Gardel a continué à peser quand après 5 heures, pourquoi ne pas analyser? Mais il a pesé. Mais les pesé, où il y a une disparité à la richesse là et au pays à la richesse. Qui j'en vois ça?
C'est eux qui perdent, on a raconté, bon, c'est eux qui perdent, parce que les gens sont au poids, les autres, c'est la richesse, c'est au poids. Donc, alors c'est pour ça que nous avons dit, Gardel, tout chariot pesé doit être analysé. Si vous savez que vous payez analyser, il ne va pas peser. tout simplement. Donc, Ça, revoir les quotas pour respecter les quotas. Oui. Au bon moment quota durant la journée, Faut respecter respecter le quota là. Pas changer en cours de route. À part, cas exceptionnel, casse À l'usine, sinon, l'usine, à Mali, bon, ça va là-bas tout le monde. Mais à partir du moment où on y belle beau temps bat tout le monde, à part vrai, pour que il y a créé une commission mixte qui a attribué quota et que des douaniers quota qui a monté, qui a descendu et que nous avons subi les conséquences. C'est inacceptable. Ça n'a pas d'être fait. Et après, il a dit que quelqu'un a arrêté de bout. Mais il faut ça pour que quelqu'un a arrêté de bout. Parce que nous ne pouvons pas planter. Parce que c'est vrai, chaque année, il y a dit, quand il arrêté de bout, quand il arrêté de bout. Oui, mais il faut ça pour que quelqu'un a arrêté de bout. Mais parce que nous ne pouvons pas planter quand nous arrêter de bout. Nous ne pouvons pas planter. En fait, nous ne pouvons pas planter quand c'est un investissement ou quoi faire. Ou pas qu'à investir pour investissement arrêté de bout. C'est sûr. Non, mais on va poser une question qui est Pour simple. récupérer quand même. Si c'est pour investir, vous pouvez perdre. Vous pouvez investir. Mais non. Et vous pouvez investir. Eh bien, si vous investissez, c'est pour gagner l'argent. Forcément. Forcément. On ne va pas là pour perdre nos plus. Eh ben Donc, à un ouais. moment donné, il faut tout le monde qui mette d'accord. L'autre point là, qui est très important, c'est que si nous avons signé une convention là, ça, et que nous maillons avec l'argent là pendant 5 ans, il faut tout ça qu'on navigue dans tout le conventionné pendant 5 ans. Expliquez-moi. Vous ne pouvez pas acheter un engrais là en prix. Par exemple, vous pouvez acheter 1000 € la tonne, 1200 € la tonne. D'accord? Si vous faites prix de revient avec engrais là, ça. Si vous faites prix de revient avec herbicide là, ça. Voilà. Si vous faites prix de revient à un moment donné, vous ne pouvez pas, dans 1 an, dans 10 ans, tant d'engrais qui a augmenté, des hormones qui ont augmenté, X qui a augmenté, et là, regardez mes revenus. Oui, il faut. Mais il faut savoir que vous signez veille pendant 5 ans. Donc, ça fait augmentation là, ça. Il ne peut pas ni une loi pour qu'on a, ils vont une loi pour soi. Et puis, ça a été des petites augmentations. Bon, l'inflation pas des normale augmentations. qui était calculée, oui, mais là, c'est des grosses augmentations. Nous avons payé un tonne engrais en 2021, 765 €. 760 €. Donc, 760 €. Et là, combien vous avez payé en 2023? Non, nous payons 1200 € en 2022. Ok. Et en 2023, nous pouvons savoir, puisque nous avons commencé à passer en gré en canne, au mois de juin. Après quoi, tu vas passer en gré? Oui, mais ils font de vie quand même, tu font des bonheurs. Oui, nous te font un devis, mais ça ne reste qu'un devis. Donc, pour nous, on idée à ce prix-là? Nous à 1300 € la tonne de canne. Selon engrais là, acheté là. D'accord. Parce que nous engrais l'année là, ça c'est gravier qui t'a donné. 3000. Vrai gravier ou Non, gravier. Gravier même, il a rien. C'est Une biologique. blague. Oui, mais pourquoi vous m'avez dit agriculteur acheté un gré dans ce cas-là, et quand il va passer, il va constater que gravier, il y a une inondation fait béton. Ah oui. Mais pourquoi vous m'avez dit On fait coller, c'est ça? mais mon fait quoi mais pense qu'il n'a pas fait pour porter pour demander pour aller voir la cycle pour porter pour gamme. Mais c'est un beau problème. Mais nous avons notre gros point encore. C'est-à-dire que là, nous montons collectif là, nous devons aller dans les réunions pour nous participer à les réunions concernant quand nous. Eh bien, chaque fois nous allons, parce que nous ne sommes pas représentatifs. Donc, en tant que planteur de canne, nous ne sommes pas représentatifs. Nous ne sommes pas représentatifs, c'est syndicats qui nous représentent nous. Alors, nous, quand même ça, nous faisons des réunions, nous recevons comme quelques réunions. Alors la récolte finie, nous dit, collectif là, fait nous rencontrer les syndicats pour nous faire travailler ensemble, pour nous parler des nouvelles conventions là. Alors c'est ça nous fait, nous invitons les 5 syndicats, nous faisons une réunion. J'ai trouvé ça tellement belle que nous convoquons, nous n'avons pas de problème, nous avons fait travail là. Figurez-vous que la première réunion là nous allons porte close. Ok. Donc, nous avons lâché. Donc, nous trois syndicats quand même récité avec nous. Et après ça, on a constaté que les gens syndicats agissent avec eux. Quoi ça dit que ces messieurs, c'est vous qui besoin, mais personnellement, c'est le travail que vous mettre en place. Donc, nous continuons avec nous salon. Et nous retirons le tableau là, nous fait là, qui finit là à 150 €. Mais pourquoi nous trouvons 150 €? C'est-à-dire nous faisons un travail depuis 2021, 2022, et nous faisons revendication en 2023. C'est-à-dire pour nous trouver en marge, pour nous trouver un bénéfice. Et nous devons bénéficier à 12 € à 650 € là.
Donc, aujourd'hui là, en cas de monde qui dit nous fou, mais si nous travaillons, c'est pour nous gagner l'argent, c'est pour nous payer nous petits nous familles. Donc, si nous commençons à 50 €, c'est à ça juste de l'eau. Que veux dire? Mais sans tenir à dire encore, c'est que là, nous regardons dans toutes les instances, enfin, à l'Iwakan, comme on a dit par l'Iwakan, c'est mon qui est censé représenter nous là, aujourd'hui là, il n'y a pas non plus qu'à planter. Donc, qui gens qui défendent, prions quand nous. Parce que eux même qui a dégoûté, ils ne pas de encore. Mais qui c'est des gens qui pas finalement en secteur là, qui peut représenter les autres? Allez comprendre. Quand tu gênes le plus souvent, aujourd'hui là, ils sont agriculteurs, mais ils représentent un maraîcher. Ils peuvent représenter poissonnier là. Donc c'est là que nous avons fait mal que c'est mon ça qui disait dans ces meetings là ça. Tout le monde a dit qu'il y a un intérêt personnel là, mais jamais pas défendre l'agriculteur en premier. Les syndicats étaient censés représenter l'agriculteur. Il n'y a pas dit que les syndicats des agriculteurs quoi représenter l'agriculteur. Non, nous voyons l'année passée, ces syndicats étaient censés représenter nous là, ils ont représenté les entreprises de coupe. Soit-disant, c'est les syndicats qui représentent de petits planteurs. Ils défendent les entreprises de coupe. Donc ils vont représenter les opérateurs. Donc, qui fait que nous montons collectif là, nous disons non, on ne peut pas rester comme ça. Aujourd'hui, c'est nous après destin, nous, mais. Et si, mais si ils n'ont pas signé convention là, si convention là pas signé, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Nous ne pouvons pas couper. C'est nous qui match premier là, quand c'est nous qui n'y. Il faut comprendre bien que c'est nous qui n'y. Donc si ils n'ont pas coûté les autres, pas ni livraison à quand garder le. Aujourd'hui là, nous semblons nous avec les ETA aussi, les opérateurs de coupe, avec les transporteurs. Donc il faut comprendre bien qu'un jour là, si nous pas obtenir gain cause, quand on peut couper. Et si quand on pas couper, l'opérateur n'a pas touché, l'usine n'a pas touché. Surtout l'usine là. Non, mais ça nous devait préciser l'opinion publique aussi. C'est que jour là, souvent, si on a coupé quand son tout y a bouché, à part l'argent qui est gagné. À part l'argent qui est gagné. Il peut faire rentrer un chiffre d'affaires, mais demander si on a coupé quand là, parce que ni mon a coupé quand j'ai voué quand dans distillerie. Ça, c'est pas un problème, mais il a fait face à engagement à yo. Si vous gagnez des engagements, il faut comprendre des gens, pas de problème avec ça, même si nous avons revendiqué la situation à ça, mais il faut comprendre que le Guadeloupéen a le sens de l'engagement. Le Guadeloupéen qui commence à couper sa canne est vendu en distillerie aujourd'hui. La distillerie, je crois que la distillerie ne dépasse pas 60 € en fin de compte qui lui reste dans sa poche pour une tonne de canne. Sauf l'idée, c'est de savoir combien l'argent qui a été en poche à eau. À pas tout dire manipuler l'argent, c'est ça combien l'argent qui a été en poche à eau. Et avec l'argent là, ça, il faut réinjecter, il faut réacheter un gré, il faut racheter un herbicide, il faut racheter des dîner, il faut payer journée à ces gens là et faire refonctionner, il faut réinjecter. Mais là où j'ai pas gagné, ou que réinjecter, qu'est-ce qu'on fait? Donc je dis si nous pas couper pas parce que nous pas envie de couper quand. Je dis si nous pas couper quand, c'est pour nous faire comprendre très concrètement que nous payons les seuls appels d'argent. Si vous avez appel d'année là, ça tout le monde qui paye. C'est organisé. Moi, encore dans son appel, parce que c'est nous qui premier maillon affilié là. Mais si vous pas la Banigan a coupé. Si nous pas là, non. Donc il faut que nous pour nous payer en revenu. Donc tant que nous payons, nous payons carrément. Mais ça fait longtemps donc à militer pour des vraies augmentations de. Non mais l'année là, ça quand même nous avons un maximum d'agriculteurs, ils sont très motivés, ils sont autour des collectifs là, et ils sont tous d'après les consignes, qu'ils ont tous casino, ben si ils pas bon nous prix à nous pas à couper. Très bien. Donc pour reprendre pour les téléspectateurs, vous souhaitez la revalorisation du prix de la tonne de canne de 81 € à 150 € à peu près. Vous voulez... C'est pas à peu près, hein, 150 €. 150 € pour la tonne de canne. Vous voulez que effectivement la direction de l'agriculture et des forêts, donc la DAF, verse les subventions au 1er octobre parce que sinon les versements sont trop tardifs. Vous souhaitez que la CTCS, donc qui analyse le point de richesse, s'équipe d'un appareil plus récent
récent et pas celui dont ils se servent depuis plusieurs années maintenant. Vous demandez également à ce que les opérateurs de coupe et les producteurs que vous êtes soient payés en même temps et pas en décalé, puisque vous êtes payés après finalement les opérateurs de coupe. Vous demandez aussi à Gardel de respecter les quotas qu'il donne donc aux prestataires, puisque si les quotas ne sont pas respectés, vos cannes perdent en richesse, ou bien en fin de campagne, il y en a beaucoup qui restent debout, et vous voulez donc l'analyse des cannes le même jour, donc livraison et analyse, et que toutes les remorques soient analysées et que vous ne soyez pas payé sur une richesse moyenne régionale, donc qui est évaluée encore une fois par Gardel. On est bon? D'accord. Pourquoi Willem, en regardant des cabinets, Willem a dit qu'il faut la payer les aides au 31 octobre de l'année en cours. Regardez, nous en mois de mars, nous vendons depuis l'année passée, nous avons touché à TCL. ATCL, c'est l'aide au transport. Et les aides de replantation. D'accord. Nous avons aide à la replantation depuis 2018 que nous avons touché. Et nous faisons investissement. C'est parce que nous avons un mécanisme qui fait que nous avons replanté canne. Donc non seulement ils n'ont pas gagné sans autre vote, mais en plus ils ont gagné les autres. Bien sûr, oui. Et comme nous devons ajouter socialement, fiscalement pour nous payer aide. Et nous ajoutons socialement, fiscalement. Mais c'est lui sur oublions, en disant comme ça, si nous avons signé une convention qui a consisté pour payer nous pendant 5 ans, même l'argent là, en disant tout ça qu'on navigue dans tout la canne, donc engrais, herbicide, tout bitin, il faut y geler pendant 5 ans. Mais il y a PKP gelé, ça savent ça. Non, mais si écoutez, nous avons cause de revoir tous les années. À défaut, hein. Faut bien ficeler ça. Non, mais il faut ficeler ça. Mais nous n'avons qu'à ficeler ça là. Et à pas nous, c'est pas nous qui capons. Nous, c'est soit en nous. Faire ça changer, puisque ça peut pas. Fonctionnement habitant ça, il ne peut pas pérenniser. Ça parle en monnaie, quoi. Ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas faire. Voilà. Surtout, elles vont marcher en crise instable. Ça ne peut pas faire. Tout le monde qui a négocié le salaire tous les années. Attends. Pourquoi nous pas bloqué nous pendant 5 ans? C'est ça qui est posé problème, dans tous les cas. C'est que si vous regardez tout le monde mort, et c'est qui a planté quand il était vivant. Ouais, c'est ça. Bon, ça On va faire partie de eux. Ça compliqué, situation à autres c'est bien compliqué quand même, puisque il n'y a pas qu'à accepter les autres finalement. Tabac négociation là vraiment pour que les autres baillent à vie à autres, mais effectivement nous espérons quand même que les autres trouvent une solution, que les autres. Mais nous voyons ça. Nous voyons un courrier Baïgua quand nous commandé que nous participer dans les réunions, hein, et nous pourrons savoir réponse à. Oui, mais les quand pays libre, on pense que voilà. Il y a qu'à inviter les autres pour nous régler ça. En tout cas, merci en pile, messieurs. C'est nous qui remercions. De Vinci Plateau, moi, justement, pour expliquer la population, qu'est-ce qui a fait en secteur Cannes, pour qui bitait effectivement les autres réticents à livrer Cannes à autres, parce qu'ils ont appelé les autres même prix là, ils avaient fait les autres signaux en convention, si 5 ans, ils ont touché même prix là pour tonne à Cannes là, ils n'ont pas encore, tout simplement. Très bien. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision, nous qu'avons nous demain. Ok. Merci. Merci.